Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Nous sommes au mercredi 9 avril 2025, un nouveau jour se lève sur de nouveaux rêves ou sinon sur la continuité de nos rêves. J'espère que vous pétez la forme et qu'on va passer une agréable matinée ensemble. Pour l'heure, installez-vous confortablement, je vous retrouve sous peu. Jocelyne Berroa, collée, serrée en featuring avec Philippe Laville pour vous accueillir dans la balade matinale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, une fois encore. Merci de nous choisir pour votre balade matinale. Je suis Juanita Blavoutri. À mes côtés, sur le plateau de la balade matinale, Laurent Afouji, le coach matrimonial. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment ça va? Je rends grâce, je vais bien et j'espère que toi aussi. Ah oui, on rend grâce à Dieu pour le souffle de vie et on prend les mêmes et on recommence. Particulièrement stylé ce matin. Merci, c'est gentil. Je me demande ce qui a bien pu motiver ce style ce matin. En tout cas, tu vas nous le dire. Aucune inspiration en fait. En tout cas, aucune inspiration a donné beaucoup d'inspiration. Oui, Parfois, c'est quand on s'y attend le moins qu'on fait les belles choses. Génie, Galédi Sotosu, bonjour. Bonjour Joanita et bonjour à tous les fidèles auditrices, auditeurs de Radio Dina. Et c'est un plaisir d'être encore ce matin. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Comment plaisir se porte Africaine? Africaine va très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Tout se passe très bien. D'accord. La campagne, elle se poursuit bien? Oui, elle se poursuit très bien. Nous allons clôturer la semaine prochaine. Oh, déjà? Oui, elle a été un peu longue. Elle a été On n'a pas vu le temps passer en fait. Oui, nous avons commencé en mars, en mi-mars, et nous allons clôturer en mi-avril. Donc voilà. Super. Également sur ce plateau avec nous, Dr Bafay. Je ne me permets pas de prononcer le reste du nom parce que je risque de l'écorcher. Donc, je m'arrête à Dr Bafay, deuxième femme docteur en chimie au Togo. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, madame. Comment ça va? Je vais bien, merci. Voilà, souvent, les dames qui sont souvent devant et enseignent, elles n'aiment pas trop parler dans le micro. Oui, on n'a pas trop l'habitude. C'est parfois un exercice un peu compliqué, oui, mais soyez à l'aise. Dites-vous que vous êtes dans votre salon ce matin. D'accord. On va vous apporter le thé, le chocolat, tout ce que vous voulez pour vous mettre à l'aise. D'accord. C'est bien? C'est bon. Super, voilà, le plateau, il est présenté. Nous allons démarrer comme tous les matins avec un conseil à l'endroit des coachs, à l'endroit des couples. Et qui mieux qu'un coach pour leur donner ce conseil? Alors, Laurent, parfois dans les couples, ça stagne. Quand je dis ça stagne, c'est-à-dire qu'on devient comme des frères, des sœurs. On se dit même, voilà, on commence par se poser des questions bizarres. Oui. Où est-ce que je lui ai trouvé même? C'est son nez, c'est les oreilles, je ne sais même plus. Pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Que faire quand arrivent ces moments dans les couples? Bien, faut dire que cette situation que tu évoques est monnaie courante. C'est chose normale dans le couple. D'accord. Oui, c'est de la normalité, rien d'anormal, rien de, je ne sais pas comment le dire, de conjoncturel, tout se passe bien. Super. Et si cette période n'arrive pas, là, il faut se poser des questions. Ah, carrément. Oui, il faut se poser des questions parce que c'est une étape normale. Et comme j'aime bien le dire souvent, c'est un peu comme dans sa propre vie à soi. Il arrive des moments où on est à humeur zéro. Oui, ça nous arrive. Oui. En fait, cela permet au cerveau et à l'organisme de redémarrer et de commencer un nouveau processus. D'accord. Parce que si ça continue par travailler comme ça, à un moment, ça peut capoter. Au moment justement où on s'y attend le moins. Oui. Donc, quand cette période arrive, c'est juste un moment de remise à niveau de certaines choses que peut-être le cerveau, le cœur n'arrive plus à gérer ou ne peut plus continuer à gérer constamment. Donc, il provoque une situation qui l'amène à ce niveau-là. Un peu en conduite, on parle de point mort. Je crois que c'est point mort si je me trompe. Mort. Voilà, quand on revient au point mort, ça permet de reprendre à 1, d'aller à 2, d'aller à 3. Sinon, quitter 5 pour 1 en même temps, vous allez rester en circulation. Et quand il faut reprendre, est-ce qu'il faut nettoyer l'ardoise, reprendre les choses à zéro? Ou qu'est-ce qu'il faut faire quand on passe ce moment-là? Ce qui est bien là-dedans, c'est que quand cette période passe, elle passe sans qu'on s'en rende compte. Elle peut passer juste comme ça. Vous vous rendez compte en fait que vous avez repris les choses et que tout recommence ou tout continue bien.
C'est au cas où vous en faites un problème. Ah. Qu'il y a problème. Mesdames, j'espère que vous écoutez. Oui, c'est au cas où vous en faites un problème qu'il y a problème. Et c'est généralement ce qui arrive à ceux qui ne sont pas préparés. Quand cette période arrive, ils se disent, on n'a plus rien à se dire. Et c'est en ce moment qu'on décide de voir ailleurs ou de claquer la porte. Et quelques semaines ou quelques jours plus tard, on se rend compte que je me suis trop pressé. Et on veut revenir. Mais ce n'est pas dans la vie de tout le monde qu'on revient facilement. Ce n'est pas dans la vie de tout le monde qu'on fait ces va-et-vient là aisément. Certaines personnes, quand vous voulez partir, elles ne vont pas vous supplier. Non, elles vont essayer de vous raisonner. Vous refusez, pas de souci. Mais quand vous partez définitivement. Donc, quand ce moment arrive, il faut juste prendre son mal en patience. Continuez pas gérer le couple comme si de rien n'était. Et pendant cette période-là, ne cherchez pas à forcer. Ne cherchez pas à forcer, seulement n'abandonnez pas. Vous maintenez la routine ou les activités quotidiennes. Est-ce qu'on peut créer aussi parfois de petits moments pour voir si on peut se retrouver? Oui, c'est une bonne chose, mais certaines fois ça ne marche pas. Okay. Puisqu'il y a, je ne sais même pas comment le décrire, il y a cette situation-là, il y a un manque de motivation en fait. Ce qui fait que quand vous essayez de créer, l'autre ne voit pas forcément les choses de la même manière et peut s'opposer. Et si vous ne savez pas faire, en cette période-là, vous recevez l'opposition de votre partenaire, vous allez mal l'interpréter. D'accord. Raison pour laquelle il faut continuer par gérer la vie comme si de rien n'était et attendre que ça passe. Parce que forcément, ça va passer et généralement, ça ne dure pas. Généralement, ça ne dure pas. Il ne faut pas rompre les habitudes, il ne faut pas rompre avec les obligations. Parce que ce sont les responsabilités qui font réellement le couple. L'amour, c'est, bon, comme on ne cesse de le dire ici, c'est un peu comme ce liquide-là dans les articulations qui permet à ce que ça bouge correctement. Parfois, ça fluctue, parfois, ça peut être encore... Parfois, ça peut être en baisse, ça peut bien monter et tout. Donc, il faut continuer par faire ce que l'on a à faire. Et quand le moment viendra, les choses vont plus belles. Et c'est en ce moment, d'ailleurs, qu'il faut maximiser pour que la flamme soit plus grande. Mesdames, vous êtes d'accord avec le coach? Bon, je pense que même dans notre vie, il arrive qu'on se questionne sur soit l'emploi, notre emploi actuel, qu'on se demande est-ce que je n'aurais pas pu trouver mieux, qui m'a même envoyé à faire ce projet. Oui, donc je pense pour les relations amoureuses aussi, il peut arriver ces cas. Je ne suis pas très expérimentée pour en parler, mais je trouve que c'est normal d'avoir des situations pareilles ou des moments pareils. Docteur? Bon, quand j'ai entendu le coach parler, il y a une expression qui m'est venue en tête. On dit garder la tranchée. C'est-à-dire, c'est comme en temps de guerre, il faut maintenir la tranchée. Il ne faut pas permettre que l'ennemi rentre dans votre camp. Même si c'est difficile, il faut garder la tranchée. Voilà, c'est l'expression qui m'est venue en tête. Voilà, pour résumer le tout, garder la tranchée comme un bon militaire. Et pourquoi ça fait sourire? Je suis en train de découvrir Docteur Bafay. Ah oui, vous savez, les médecins reçoivent aussi une petite formation militaire en temps. Donc, elle a su aller... non, elle est docteur, je veux dire. En chimie. Ah, en chimie. Sorry alors. Mais parfois, c'est plus compliqué encore que la médecine. Mais parfois, il faut aller chercher au fond de soi ce côté un peu dur, voilà. Oui, parce que tout le monde en a en soi. C'est comme les moments de faiblesse. On a aussi ce lion qui sommeille en nous. Donc, quand vous sentez que ça vacille un peu, laissez faire. Hein. Comme sur une mer, parfois c'est tranquille, parfois c'est mouvementé, mais toujours on arrive à retrouver le fil des choses. Voilà pour Vie de couple. Aujourd'hui, on referme cette page pour ouvrir une nouvelle. Ce sera derrière ce jingle. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive.
Et nous revenons donc au thème qui nous rassemble ce matin, les jeunes filles dans les études supérieures. Au Togo, il y en a quelques-unes, pas beaucoup. Et donc Africaine a initié une campagne pour motiver, pour mobiliser plus de filles encore à aller loin dans leurs études. Eugénie, on en parlait tout à l'heure. La campagne, elle évolue bien? Oui, elle évolue bien. Il faut dire que la campagne est intitulée Femmes et éducation supérieure. Et nous l'avons initiée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour interpeller l'ensemble donc, de la population sur l'importance des études supérieures pour les jeunes filles et également mettre en lumière les femmes enseignantes-chercheurs que nous avons au Togo. Elles sont très peu, mais elles font un travail formidable. Elles sont pas peu. Moi, depuis que tu as commencé la campagne et que j'ai commencé par voir les femmes défiler sur Africaine, mais je me dis, waouh, mais il y a des dames quand même au Togo. Il y a de très bons profils. J'avoue que depuis mars jusqu'ici, je suis un peu contente de côtoyer des docteurs. Je me dis, c'est une bénédiction quelque part. Tenter aussi de faire l'aventure. Oui. Docteur. Ça, c'est une motivation pour moi aussi d'aller au-delà parce que généralement, ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas pu faire les études très jeune, on a l'impression que ce n'est plus possible. Alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des femmes qui ont eu des enfants, 2, 3 enfants, qui ont travaillé pendant des années avant de reprendre maintenant des études supérieures. Donc, c'est possible de faire des études supérieures même quand on a des activités professionnelles. Donc, c'est tout ça que nous voulons amener les femmes à voir, redonner confiance aux femmes qui hésitent à retourner dans les amphis et également valoriser le travail que fait déjà les enseignantes-chercheurs du Togo. Nous étions à l'université de Kara. Nous avons eu un dialogue intergénérationnel entre femmes enseignantes-chercheurs et également étudiantes. Et les discussions étaient tellement intéressantes. Je me suis dit, oui, c'est quelque chose qu'il faut multiplier pour permettre aux filles de voir en face d'elles des modèles, de discuter de petites questions, mais qui sont essentielles, qui sont parfois, qui propulsent. Parce que quand vous demandez... Parfois, on se dit que c'est anodin, mais juste cette question-là peut réveiller des sens chez la jeune fille. À la fin, nous avons discuté avec une jeune fille qui disait, qu'elle nous a confié, en fait, elle est en licence, et elle se disait que ce sera après la licence, elle va arrêter parce que son petit ami aussi a la licence et c'est bon. Voilà, donc elle veut pas être plus que son petit ami. Et dans les discussions, on a compris que bon, vous pouvez avoir un époux qui n'a pas, par exemple, la maîtrise, qui n'a pas la licence, mais qui est ce que vous souhaitez comme partenaire de vie. Donc, il y a toutes ces questions dont nous avons parlé à l'université de Kara. Et les vidéos, comme vous l'aviez dit, nous avions fait des productions sur des femmes enseignantes-chercheurs à l'université de Kara et également à l'université de Lomé. Et je vais préciser qu'à l'université de Kara, par exemple, elles sont 23 femmes sur 200 enseignantes-chercheurs. Voilà, 200 enseignants-chercheurs. Wow. Donc, vous voyez l'écart qui existe. Donc, nous avons mis en lumière ces femmes pour donner le courage, pour donner l'envie à d'autres jeunes filles, à d'autres femmes, jeunes femmes, de continuer également les études supérieures. Voilà ce que je peux dire par rapport à la campagne. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. À vous. Et justement, nous avons une de ces femmes qui sont allées loin dans leurs études. Elle s'appelle Dr Bafai Diakadola. J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Voilà, je suis sûre que cette fois-ci, Syllabation. c'est bon. Syllabation, oui. Elle est deuxième femme docteur en chimie au Togo. Elle est secrétaire générale du réseau des femmes de l'enseignement supérieur du Togo, REFEST. Madame, comment a été votre parcours jusqu'à devenir enseignante, aujourd'hui chercheur à l'université de Lomé? Racontez-nous brièvement. Ok, je vous remercie. Donc, j'ai un baccalauréat série D. Donc, après mon baccalauréat série D, j'ai fait une maîtrise en génie chimique. Après la maîtrise, j'ai eu un master en chimie analytique et technologie de l'environnement. Après mon master, j'ai eu un doctorat en chimie de l'eau et de
l'environnement, donc un doctorat unique de l'Université de Lomé en chimie de l'eau et de l'environnement. Ouais. Donc voilà un peu pour les études. Bon, pendant le doctorat, donc, j'ai été recrutée comme assistant temporaire d'enseignement et de recherche, donc à l'Université de Lomé. Donc après le doctorat, j'ai été recrutée en tant qu'assistante. Et voilà comment mon parcours en tant qu'enseignant-chercheur a commencé à l'Université de Lomé. Durant ce brillant parcours que vous venez de raconter, quelles ont été les difficultés rencontrées? Quelles ont été les fois où vous vous êtes dit « Oh, c'est bon, j'abandonne. C'est bon, j'en ai fait assez comme ça. » La première difficulté que j'ai eue après le bac, c'est que j'ai étudié à l'étranger. Et étudier à l'étranger, ce n'était pas vraiment évident. Voilà, c'est pas vraiment évident. Donc, après mon master, quand je suis revenue, j'ai un peu hésité à continuer les études. Pourquoi? Moi, la raison principale, c'est que je suis l'aînée de la famille et que j'avais pensé trouver un travail pour pouvoir aider la maman. Voilà. Seulement, heureusement pour moi, la maman, elle m'a dit qu'elle est encore jeune. Elle peut encore travailler et tout. Donc, elle m'a encouragée à continuer parce qu'elle trouvait que j'étais trop jeune pour arrêter. J'avais, je pense, 23 ans. Donc, elle a dit que j'étais trop jeune pour arrêter. Donc, elle m'a encouragée à continuer. Voilà. D'autres difficultés, comme par exemple dans les études? Oui, maintenant, au niveau des études, du doctorat à proprement parler, là, les difficultés étaient essentiellement dues au manque de matériel, manque d'équipement de nos laboratoires ici. Donc, cette difficulté a été surmontée grâce à une bourse de recherche que j'ai pu obtenir pour la France. Donc, j'ai fait des stages de recherche pour pouvoir faire des expériences, les manipulations et tout en France. C'est ça qui m'a permis d'évoluer. Et comme je n'avais pas vraiment de revenus en ce moment, la bourse couvrait uniquement le temps du séjour en France. Donc, quand on n'est pas en France, on est à Lomé, on n'a rien. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a permis de tenir. C'est parce que là, on travaillait et aussi parce que j'avais été recrutée en tant qu'attachée temporaire d'enseignement et de recherche, ce qui nous permettait de faire les travaux pratiques, les travaux dirigés, et on avait quelque chose à la fin du mois. C'était pas grand-chose, mais au moins, ça nous permettait de survivre, voilà. De joindre les deux bouts, en plus de ce que maman offrait comme aide. Voilà. D'accord. Voilà le brillant parcours de Dr Baffaye que nous venons donc de parcourir. J'ai envie de faire un stand ovation pour elle, c'est-à-dire l'acclamer très fort parce que vous savez, les femmes souvent sont les freins des autres femmes. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Une maman qui encourage comme ça son enfant contre vents et marées, parce que là, ce que je dis, une maman seule pourra comprendre. Quand vous rentrez dans votre chambre, vous savez qu'il y a d'autres enfants à gérer, mais que vous vous consacrez quand même à une pour que celle-ci réussisse, bien qu'étant l'aînée. J'ai envie de tirer un chapeau aussi à la maman. Peut-être qu'elle nous écoute ou pas, mais elle reçoit mon chapeau quelque part. Docteur, votre intégration en tant qu'enseignante à l'université au milieu d'hommes et de femmes, comment ça a été fait? Je dirais que de mon côté, j'ai été bien accueillie. De mon côté, j'ai été bien accueillie. Et il faut dire que quand je suis arrivée au département de chimie, il y avait une seule femme. C'est madame le professeur Pegba. Donc, elle était la seule femme au niveau du département de chimie. Donc, elle m'a bien accueillie. Les collègues hommes aussi, ils m'avaient bien accueilli. Ils m'ont beaucoup soutenue
au niveau du travail. Oui. Et ils m'ont formé, particulièrement mon superviseur, le professeur Tchangbeji Gado. Ils m'ont beaucoup formé. Ils me donnent des travaux dirigés. Il faut aller essayer, il faut t'entraîner. Il me donnait des travaux pratiques. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis retrouvée à faire plus de entre 300 et 400 heures par an. Tout ça, là, c'est la formation. C'est des sacrifices. Voilà. Tout ça, là, c'est la formation. Donc, quand j'arrivais le matin, comme c'était des groupes de TD, tu rentres dans une salle, tu sors, tu rentres dans une autre, tu sors, tu rentres dans une autre. Donc, c'était un peu le schéma. Mais ce qui était bien avec ça, c'est que j'ai eu la possibilité de maîtriser un peu mieux les unités d'enseignement. D'accord. Arrivé à un certain moment, il y a certains professeurs qui me demandaient de les remplacer lorsqu'ils étaient en déplacement. Donc, peu à peu, j'ai pris la main. Ce qui fait que quand j'ai été recrutée en tant qu'assistante et ensuite et je suis passée au CAMES maître assistant et on m'a au CAMES? Oui, carrément. Oui, bon, puisque normalement c'est le parcours normal. Quand vous rentrez en tant qu'assistante, en tant qu'assistant, vous devez passer maître assistant, ensuite maître de conférence et ensuite professeur titulaire. Bon, ça c'est pour nous, notre cycle. Il y a d'autres qui passent l'agrégation et tout ça, ça c'est un autre cycle. Donc, mais chez nous, on appelle ça le CTS. Dans notre CTS, c'est ça, c'est assistant, maître de conférence et ensuite professeur titulaire. Donc, quand je suis passée maître assistant et j'avais maintenant la possibilité de donner des cours, j'avais moins de difficultés devant les étudiants. Non, mais durant tout ce que vous venez de nous dire, moi, je n'ai vu aucune difficulté parce que vous le disiez tellement tranquillement. À moins que ce soit moi qui ai juste cette impression. Hein. Est-ce que vous avez eu l'impression... Tu aurais aimé qu'elle le dise encore difficilement? Non, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que ça a été un long fleuve tranquille pour elle, en fait. Tu crois pas? C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Parce que quand déjà, je vous ai donné mon âge quand j'ai commencé. Donc, quand quelqu'un d'aussi jeune arrive dans la salle pour le TD, les étudiants ont tendance à vouloir vous tester, à vouloir vous manquer de respect. Voilà. Donc, il m'a fallu prouver ma compétence. Il n'a pas fallu que je prouve ma compétence uniquement chez mes collègues hommes, parce qu'avant que quelqu'un te demande de le remplacer, c'est qu'il a vu que tu as prouvé ta compétence. Donc, il a fallu que je prouve que je n'étais pas là par hasard. Voilà. Il y a des difficultés que vous aviez envie de soulever, en fait. Il y a aussi le fait que, juste étant femme, quand vous êtes dans un milieu, on se dit il y a du favoritisme. Voilà. Vous aviez dit en tant que les professeurs vous confiaient des tâches à accomplir. Est-ce que c'est de par votre dévouement? Est-ce que c'est parce qu'ils vous sentaient capable? Pourquoi est-ce qu'ils avaient autant de confiance pour vous confier autant de tâches? Bon, peut-être c'est parce que j'étais disponible et que toujours là quand on en a besoin. Voilà, j'étais disponible et que je ne... On va dire quoi? Je n'ai pas peur du travail. Je n'ai pas peur du travail. S'il y a quelque chose à faire, si je peux le faire, je le fais. Et ils le savent. Ils savent que s'ils me disent quelque chose et puis je dis je ne peux pas. C'est que vous ne pouvez pas. C'est que je ne peux pas. D'accord. Voilà un exemple de volontaire, d'abnégation surtout. Elle est aussi ardue à la tâche. Je pense que ce sont des exemples à puiser pour les jeunes filles. Aujourd'hui, moindre difficulté, Eugénie, on a déjà raccroché. Hein. On se dit, oh, bon, il y en a eu pour rentrer au boulot. Voilà, il y a beaucoup de moyens pour parvenir au paradis, en fait. Et c'est pour ça que c'est important que les aînés
puissent partager leur vécu, partager leur expérience. Parce qu'il y a des choses, quand ça nous arrive, on pense qu'on est le seul ou la seule à qui cela arrive. Voilà. Alors que il y a plein de personnes qui ont vécu la même chose et qui ont pu réussir. Donc, il faut partager, il faut discuter pour donner confiance, pour motiver les jeunes sœurs. Moi, je me rappelle, il y a une dame que j'admirais beaucoup. Quand je la voyais, je pensais qu'elle sortait d'une famille aisée, qu'elle a reçu des bourses, des financements, qu'elle est allée à l'école facilement. Mais au cours d'une discussion, on discutait, elle a commencé par me raconter son parcours. Je me suis dit, bon, tiens, donc c'était si difficile pour vous aussi. Oui, en fait. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut quelque part qu'on puisse discuter, partager. C'est pour ça que nous avons trouvé nécessaire d'avoir un dialogue intergénérationnel pour que les enseignantes, chercheurs se livrent aux étudiantes. Parce que c'est vrai que dans les amphis, on en discute, on parle, mais pas autant dans les détails. Et puis quand on touche du doigt quelque chose, c'est différent que juste d'entendre parler. Voilà, et elles ont la possibilité aussi de poser des questions ouvertes. Oui, parce que pour Cara, par exemple, je sais qu'il y a une étudiante qui avait demandé comment on fait quand le partenaire ne veut pas qu'on continue les études. Comment on fait quand on a envie d'avoir des enfants? Comment il faut gérer, continuer les études. Comment il faut gérer les enfants. Madame est également femme au foyer. On en parlera tout à l'heure. Au cours de l'interview, je pense qu'elle a raconté, elle venait enseigner pendant qu'elle était enceinte. Elle va elle-même en parler. Donc, voilà, c'est autant d'expériences qu'il faut partager pour motiver et pour susciter l'envie auprès des plus jeunes. En fait, nos mamans se battaient, certes, mais aujourd'hui, il y a une autre forme de bataille qui se fait chez les femmes. On en parlera tout à l'heure. Laurent, émerveillé aussi face à tout ce que nous a raconté Dr Baffaye. Oui, et je tiens à la féliciter encore une fois et à l'encourager parce que je sais qu'elle a encore beaucoup de parcours à faire. Bien sûr. Puisqu'il y a de l'expérience, il y a de la matière à partager. Et ce que j'aime chez ces femmes qui ont galéré pour atteindre leur niveau actuel, c'est l'humilité avec laquelle elles partagent et elles aiment accompagner aussi les autres. Quand c'est facile pour elles, généralement, les personnes pour qui ça a été un peu ou relativement facile n'ont pas de la facilité à partager, à accompagner, à transmettre. Mais les personnes qui ont mérité et qui ont saigné pour arriver là où elles ont de la facilité et il y a de l'humilité. C'est ce que j'apprécie souvent dans l'enseignement ou quand quelqu'un a une position donnée et qui accepte quand même de transmettre à la base. J'ai connu une enseignante à la fac qui a pleuré en pleine séance de cours. J'étais étudiant et quand elle racontait un peu ses galères avec les étudiants, je me suis rappelé cette dame-là. Elle faisait le cours et à un moment donné, on la sentait fatiguée. Mais à peine on devait faire 3 heures de cours avec 15 ou 20 minutes de pause. À peine on a fait la première tranche, on est parti à la pause, on est revenu, on la voyait déjà fatiguée. Mais il y avait nos parlementaires de derrière qui voulaient en fait l'emmerder. Et il y a un qui a crié, si vous ne pouvez pas, pourquoi vous avez accepté? Elle s'est mise en pleurs. Oh là là. Elle s'est mise en pleurs. Elle pleurait, nous on était un peu devant et on la voyait. Heureusement, le délégué s'est levé et il est allé, il lui a dit, Madame, nous sommes là pour vous. Oubliez ceux de derrière. Nous sommes là pour vous. Elle est sortie quelques minutes et elle est revenue. Elle a repris le cours. Les 2 séances qui ont suivi, elle n'était pas revenue. C'est une délégation qu'on a été obligé de faire, aller voir le décanat pour qu'on aille la voir et demander pardon pour les mots de l'autre. Parce que vraiment, la dame avait de la matière, mais elle enseignait avec une certaine simplicité, elle était douce, elle était calme. Donc, vous savez, quand il y a un grand groupe de personnes, il y a toujours, Voilà, et les parlementaires, il en faut pour que nous sachions au moins comment ça se passe. Donc, voilà autant de difficultés que rencontrent les enseignantes, chercheurs. Je pense que madame est passée aussi par là déjà, puisqu'elle sourit si bien. Alors, madame, vous avez également une vie familiale, en plus d'être enseignante chercheur, vous avez aussi votre vie privée à vous. Comment arrivez-vous à jumeler toutes ces vies en une seule? Bon,
Est-ce que je dirais que c'est toute sa vie? En fait, je ne le vois pas comme ça. D'accord. Je vois ça comme un tout. Voilà, je vois ça comme un tout. On va dire. Et j'essaie de tout mener à bon port. Voilà. Donc, étant donné, quand j'essaie de m'organiser, parce que sans organisation, on ne s'en sort pas. Donc, j'essaie de m'organiser. Je me fais aider. Ça, c'est un autre problème que rencontrent les femmes. Elles ne savent pas dire « j'ai besoin d'aide ». Oh, moi, je me fais aider. Parce que, par exemple, si je dois m'absenter pour un colloque ou bien quelque chose, Dieu merci, j'ai ma mère, encore elle. Je dépose les enfants chez elle. Wow. Je sais que je suis tranquille. Si j'ai besoin de... c'est vraiment pour des trucs terre à terre. Je vais aller terre à terre. Par exemple, je n'ai pas fini assez tôt. Je peux lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu vas au marché aujourd'hui? Si tu vas au marché, est-ce que fais-moi la sauce. Voilà. Prépare-moi la pâte. Est-ce que tu peux me payer? Non, pas fais-moi la sauce, mais paye-moi tel. En rentrant, je vais venir chercher. Vraiment, pour ça, je me fais aider. Sinon, je peux pas m'en sortir. Eugénie disait tantôt qu'étant enceinte ou étant en situation pas normale, vous veniez toujours enseigner. Oui. Comment vous faisiez cet exploit-là? Quand on voit les caprices de grossesse, non, il y a des grossesses où on n'a pas envie de parler. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, je suis passée par la maternité. Est-ce que vous m'aviez vu encore sur ce plateau durant tout ce temps-là? Ah oui. Est-ce que vous m'aviez vu? Non. Donc, c'est pour ça que je parle d'exploit, en fait. Oui. Voilà, comment aviez-vous fait pour passer cette étape-là étant encore devant les étudiantes? Bon. Et étudiants, bien sûr. Je ne dirais pas que c'est un exploit. J'ai eu de la chance. En ce moment, je n'avais pas de grand groupe. Ok. Non, en ce moment, je n'avais pas de grand groupe. Je n'avais que des petits groupes. Les petits groupes, c'est beaucoup plus facile à entretenir. À entretenir. Mais n'empêche, c'est pas évident de parler dans ces situations. Non, c'est pas évident. En plus, on transpire beaucoup. On est là tout le temps en train de s'éventailler. Le bébé qui donne des coups par-ci, par-là. C'était pas évident. On s'assoit beaucoup. Et les étudiants ne comprennent pas pour qu'on s'assoit. J'ai une anecdote. Une fois, j'étais allée et je me suis assise. Donc, je tenais mes papiers et puis un papier est tombé. Donc, je suis là. Comment faire je fais comme ça, je me baisse comme ça. Ça n'arrive pas. Et tout le monde a éclaté de rire. Quand tout le monde a éclaté de rire, c'est un étudiant. À vue d'œil, il avait un certain âge. C'est lui qui a pris la parole. Il a dit, mais vous êtes en train de vous moquer d'elle, surtout vous les filles. Vous n'avez pas encore traversé cette étape et vous êtes en train de vous moquer d'elle. Oui. Et il est venu, il m'a aidé, il a pris le papier et il m'a remis. Ça fait chaud au cœur. En tout cas, de ces étudiants, il n'y en a pas beaucoup. La vie familiale aussi, parfois, c'est compliqué de gérer les enfants quand ils ont un certain âge. Le mari, bon, c'est vrai que c'est un peu plus âgé, mais ça reste des bébés aussi. Gérer tout ce quotidien à la maison, bien sûr, et revenir par après devant des étudiants et être comme si de rien n'était pour transmettre son savoir. Madame, où puisez-vous cette force-là? J'ai envie de savoir. En fait, c'est quelque chose que j'aime. Au début, quand j'ai continué dans les études, c'est parce que j'aime étudier. J'aimais étudier depuis toute petite. Donc, prendre des livres, fouiller tout ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangée. Je fais ça avec voilà, je fais ça naturellement. Oui. Mais maintenant, le fait de transmettre, au début, j'étais un peu, on va dire, un peu réticente. Mais quand on commence,
Et surtout quand il y a de bons retours. Oui. Donc, on apprécie ce que vous faites. Quand il y a certains étudiants qui vous disent, par exemple, il y a un étudiant, c'était lors d'un TD. Donc, quand je viens, la première séance, je dis, aujourd'hui, ça passe. À partir de la séance prochaine, à la fin de cette séance, je vais vous donner des exercices. La séance prochaine, si je viens, vous n'avez pas fait l'exercice, vous sortez. Donc, je viens, je les fais sortir 1 fois, 2 fois. Donc, une fois, il y a quelqu'un, je l'ai fait sortir. Oui. Le lendemain, et la séance qui a suivi, il est venu, il a tenu à aller au tableau. Et à la fin du semestre, il m'a vu, il a dit, merci madame, je dis pourquoi. Que quand vous m'avez fait sortir le premier jour, ça m'a fait tellement mal que je me suis mise au travail et j'ai dit que je ne vais plus jamais sortir. Donc, quand on a des fois des retours comme ça encourage. Oui. Ça encourage à aller encore chercher au fond de soi pour donner. Que dites-vous à ces préjugés, ces gens qui disent une femme instruite ne pourra pas se marier, ou encore une femme qui va loin dans les études ne trouvera pas son homme parce que peut-être l'homme n'est pas aussi intellectuel que lui. Que diriez-vous à ces préjugés? Bon. Moi, quand j'étais en thèse, j'avais un principe très simple. Si quelqu'un s'approche de moi, je lui dis que je suis en thèse, et la personne dit « Waouh, tu as trop étudié ». Vraiment, c'est que la personne ne me mérite pas. Non, je dis clairement, c'est que la personne ne me mérite pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complexé et qui va me créer des problèmes après. Donc, dès que la personne sort une phrase de ce genre, après il me rappelle, je ne décroche plus. Toi d'honneur, voilà. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est un très bon principe. Parce qu'en fait, on a une vision. Quand on a une vision, il y a des moyens pour y arriver. Et si quelqu'un vient pour éliminer cette vision, il n'y a pas de place pour lui. J'étais dans un taxi la dernière fois, j'écoutais une émission à la radio où un homme disait qu'aujourd'hui, ce que font les femmes pour leur famille, c'est plus énorme que ce que font les hommes. Parce que les hommes, d'abord, doivent s'occuper de leur femme et de la famille de la femme, en plus de leurs enfants. Mais la femme, parfois, a moins d'obligations envers, je ne sais pas, sa belle famille. Sa belle famille que sa propre famille. Et donc, elle entretient ou qu'elle fait encore plus à sa famille que ce que fait l'homme pour sa famille. Est-ce que vous adhérez? Et oui, et il faut aussi préciser que souvent, je dis bien souvent, pas quelquefois, souvent, la plupart du temps, tout ce que la belle famille reçoit, ou même la belle famille de l'homme reçoit comme venant de la part de la belle-fille, du monsieur et tout ça, généralement ça vient de la femme elle-même. Hein. Ah oui? Ben oui. Des cadeaux, par exemple, que le père de l'homme ou sa mère reçoit. Comme quoi, oui, votre fils m'a demandé de vous apporter ceci, ainsi de suite. Généralement, c'est de la femme elle-même. Le monsieur, c'est après, quand on l'appelle, on lui dit, oh, bébé dort, et tout ça, et que ta femme nous a apporté ce que tu as envoyé. Et il appelle la femme, il dit, maman dit, oui, je lui ai fait ceci, je lui ai fait cela. Souvent, ce sont les femmes elles-mêmes. C'est compliqué pour les hommes. Donc, souvent, ils n'y arrivent pas. Mais ils ne peuvent pas le dire. Quand la femme est attentionnée, elle le sent, c'est elle-même qui se débrouille pour aller le faire. Et certaines fois, dans sa propre famille, pour encore donner plus de crédit à son homme. Mon mari m'en va vous donner ceci. Mon mari m'en va vous donner cela. Alors, et on appelle le beau-fils, on le félicite, et il est là, il pousse la grosse tête, et il sait très bien que c'est sa femme qui a géré cela. Donc Laurent, tu diras que c'est vraiment des préjugés archaïques, que de penser qu'une femme ou une jeune fille qui voudrait exceller dans ses études supérieures n'a pas besoin d'encouragement. Bon, je ne serai pas dans l'absolu. Cependant, je permettrai à ceux qui maintiennent cette théorie-là de bien vouloir essayer de faire l'expérience avec les femmes qui... D'ailleurs, les femmes bien éduquées, qui ont excellé dans les études, qui sont allées loin dans les études, ne perdent pas leur valeur de base. D'accord. Tel qu'elle le dit, c'est sa mère qui l'a encouragée, ce qui veut dire que toutes les valeurs qui devaient l'accompagner l'ont accompagnée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est femme tranquille, elle est femme épanouie. C'est pas facile, certes, mais elle a pu atteindre ou réaliser ses rêves. Donc, ces hommes qui sont toujours dans cette théorie-là, d'abord, il faut que les hommes eux-mêmes apprennent à aller loin dans les études. C'est souvent le complexe. Je me suis arrêté au BEPC, je me suis arrêté à la licence, donc la femme ne doit pas me dépasser. Non, quand les valeurs y sont,
Mais il y a certains aussi qui malheureusement ont fait l'expérience. Et ça n'a pas marché. Pas plus tard mais je c'est comme lisais l'a une dit histoire docteur comme ça. Bafaï, si vos visions ne concordent pas, vous n'avez rien à faire Oui, ensemble, en fait, le monsieur, il s'est arrêté à la licence. Oui. Il a aidé la dame à aller au doctorat. Voilà. Quelques années après, c'est l'entourage de la dame qui lui a pourri la vie. Ben, cet homme, niveau licence, il n'est plus à ton niveau. Mais- Nanana. Et la dame, elle a fini par gâcher tout. Mais ça revient à dire encore qu'ils n'ont pas la même vision, en fait. S'ils avaient un projet commun, s'ils avaient une même vision, tout allait bien. bien que la Ils avançaient société... bien, ils avançaient bien tous deux. C'est l'entourage qui a pourri la mentalité de la dame. C'est pour ça que en je lui dis... faisant comprendre que non, le monsieur avec niveau licence, en fait, c'était pas une question de niveau. Le monsieur est dans les affaires, la femme, elle est avocate. Oui, Laurent, permet que je le dise ainsi, mais c'est encore parce qu'ils n'ont pas de vision commune. Sinon, je ne vois pas quelqu'un ou enfin un couple qui avance ensemble avec une bonne vision, avec un bon projet et que la société arrive à séparer facilement comme ça. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. N'oublie pas. D'accord. Nous revenons Et la à mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. D'accord. Ben Nous oui. revenons donc à madame. Madame, vous êtes docteur, vous êtes membre du réseau des femmes de l'enseignement supérieur du Togo. Quelles sont les missions de cette organisation? Je vous remercie. Le REFES a, on va dire, essentiellement deux grandes missions. Donc, la première mission, c'est de l'émulation entre les femmes enseignants-chercheurs et ensuite l'émulation auprès de nos jeunes sœurs. Donc, pour cela, nous nous intéressons en particulier à celles qui sont au niveau du master et du doctorat. Pourquoi ceux qui sont au niveau du master et du doctorat? C'est qu'il y en a beaucoup qui commencent mais qui ne terminent pas. Oh là là. J'ai beaucoup de camarades à la FDS qui ont abandonné en thèse. Elles avaient déjà commencé la thèse, mais elles ne sont pas allées jusqu'au bout. Donc, il y en a, c'est au niveau du master qu'elles abandonnent. Il y en a qui abandonnent après le master. Donc, nous avons vraiment pensé les encourager pour qu'elles puissent atteindre on va dire, leur but. Parce que normalement, quand tu commences, c'est pour un but. D'accord. Donc, à côté de cela, nous initions des sensibilisations pour ceux qui sont en licence. Et une fois par an, nous allons aussi dans les lycées pour la sensibilisation, pour encourager les jeunes filles. D'accord. Génie devrait rentrer dans ce réseau. On va l'inscrire. Afrique, elle aura un partenariat formel avec ce le réseau que nous remercions d'ailleurs, qui nous a accompagnés durant tout le processus de la campagne. Je profite aussi pour dire merci au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au président des deux universités qui ont été très ouverts, notamment le président de l'université de Kara qui a permis que nous soyons ou que nous fassions l'activité à l'université de Kara, et également au président de l'université de Lomé qui a été très réceptif et qui a instruit pour que nous puissions organiser l'activité à Lomé. Je rappelle que ce sera le 17 avril prochain. Ce sera un dialogue intergénérationnel. Il y aura des enseignantes-chercheurs qui vont partager leur quotidien avec les étudiantes et les étudiantes qui auront l'opportunité de discuter, de parler avec des enseignantes-chercheurs. Vous êtes invités, tout le monde est invité. Et je remercie également nos partenaires, donc notamment Radio Dina, T-Oil et ici, tu vas citer tout ça là sur mon Non, plateau. c'est deux. T-Oil, Radio Dina, Isla, qui sont des partenaires qui Marius, accompagnent. faut lui faire la facture. À la sortie, elle va verser ma commission. Ah oui, parce que moi, j'ai rien vu de T-Oil ici. Pourquoi est-ce qu'on parle de T-Oil? Bon, c'est l'opportunité pour que tu sois connecté aussi à ceux-là. En réalité, c'est eux qui ont permis que nous fassions, par exemple, les vidéos et qui permettent à ce que nous puissions organiser l'activité en présentiel. D'accord. Donc, voilà. Ça va se gérer. Bien. Madame, avant de vous laisser partir, quel doit être le mot à passer aux jeunes filles, aux femmes, pour les encourager à aller loin dans leur cursus scolaire?
Bon, ce que je pourrais dire, c'est que pour nous les femmes, nous avons deux types de limitations. La limitation la plus connue, c'est ce qu'on appelle généralement le plafond de verre. Mais il y a aussi un autre type de limitation que j'appellerais les murs de verre. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir s'aventurer sur des terrains entre griffes qu'on trouve inconfortables. Donc, ne pas trop chercher la facilité entre griffes. Ah, c'est très important. Ne pas trop chercher la facilité. C'est pouvoir se dépasser, pouvoir faire quelque chose et après se retourner, être fier de ce qu'on a fait. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Quelque chose qui n'a pas de prix. Pouvoir après s'asseoir et dire j'ai fait de mon mieux. Ne pas avoir de regrets. Ne pas dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire de mon mieux. Je n'aime pas les regrets. Si je peux faire quelque chose, j'essaie de faire. Même si je n'ai pas pu faire, c'est que là, j'ai vraiment pas pu le faire. Mais si je pense que je peux le faire, j'essaye. Madame, vous gardez la parole pour votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je voudrais inviter toutes celles, et même tous ceux qui se posent des questions sur les études supérieures, comment avancer dans les études supérieures. Est-ce qu'on peut concilier la vie de tous les jours avec les études supérieures, de venir à l'Université de Lomé le 17 avril, très important, pour pouvoir poser leurs questions, voir que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Si à l'Université de Lomé, nous sommes une soixantaine sur 500, voilà. Donc, et si les environ 60 femmes là ont pu le faire, c'est que beaucoup d'autres peuvent le faire aussi. Virginie, c'est à quelle heure le 17 avril? Le 17 avril, c'est à partir de 8h30 à la salle Confucius. Oui. Donc, l'entrée est libre et gratuite? L'entrée est libre et gratuite. D'accord. Sans condition. Je veux bien dire tenue correcte exigée, mais, mais non. Venez nous écouter, venez discuter, c'est tout. D'accord. Merci à vous pour l'opportunité. Merci à Docteur Docteur pour sa disponibilité. Merci également pour le travail que vous abattez à Afriquel. Laurent, mot de la fin? Juste merci à Afriquel. Merci aussi aux dames qui prouvent que c'est toujours possible. Comme dirait l'autre, c'est toujours possible. C'est encore possible et ce le sera encore et encore. Donc que chacun s'y mette et il verra le résultat. Merci Laurent. Moi, je dirais tout simplement, mesdames, osez défier vos limites. Si vous avez pu rêver de cela, c'est que c'est déjà possible. On va se retrouver vendredi pour un dernier numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, on se retrouve le 17 avril à l'Université de Lomé. Bye bye.